Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. La rage du raton laveur est encore bien présente cette année. Il y a d'ailleurs un premier cas qui a été découvert à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le secteur Saint-Eugène il y a quelques jours. Des cas ont aussi été signalés dans le secteur de Rougemont et de Saint-Alexandre. Pour nous en parler, on reçoit Mme Alexandre Mathieu, qui est spécialiste en maladies infectieuses à la Direction de la santé publique de la Montérégie. Mme Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous, avant de parler spécifiquement de ce qu'il faut faire, parlez-nous un peu de ce que c'est la rage du raton laveur. Oui, bien, la rage, c'est un virus, en fait, qui peut attaquer n'importe quel mammifère. Donc, présentement, on parle de la rage du raton laveur, mais ça peut atteindre aussi les chauves-souris, d'autres animaux sauvages, les chats, les chiens, les humains aussi, on est des mammifères. Et puis, c'est un virus qui s'attaque au système nerveux et pour lequel il n'y a pas de traitement, malheureusement. Donc, dès que les symptômes apparaissent, c'est mortel. Oui. Donc, on va en parler des symptômes. Donc, dans ce cas-ci, on parle de la rage du raton laveur, mais ça peut toucher d'autres animaux. Donc, il faut protéger nos animaux de compagnie le plus possible lorsque ça arrive. Hein? Oui, exactement. Bien, s'assurer que les animaux de compagnie sont bien vaccinés. Parfois, certains peuvent nécessiter des vaccins aux années. Donc, c'est important de vérifier avec son vétérinaire là, si vos animaux sont vaccinés. Avant de parler de la propagation là, de ce phénomène-là, vous avez parlé donc que ça peut être mortel lorsque quelqu'un est atteint. Peut-être nous parler un peu des symptômes, de ce qu'il faut faire si on croit être atteint de la rage. Bien, la première chose à faire, c'est vraiment de prévenir les expositions qui nous mettent à risque de rage. Donc, il faut vraiment tenter d'éviter de se faire mordre ou graffiner par un animal qui pourrait être atteint de la rage. Donc, des animaux sauvages, des animaux inconnus, par exemple des chats ou des chiens errants. Il ne faut pas s'approcher parce que si on se fait mordre, par exemple, donc les morsures, les graphines, comme j'ai dit, mais ça peut aussi être le contact avec la salive de l'animal ou les tissus nerveux de l'animal. Donc, tout ça, c'est à risque, ça nous met à risque d'attraper la rage. Et si c'est le cas, il faut aller chercher une prophylaxie post-exposition. Parce que dès qu'il y a une certaine période qui peut être assez rapide pour que la rage se développe, mais si la personne commence à avoir des symptômes de rage, à ce moment-là, c'est trop tard là, pour la prophylaxie. Ouais. Ces symptômes-là, vous demandiez, donc ça peut être, au début, c'est un peu non spécifique, on se sent moins bien, on peut avoir mal à la tête, un peu désorienté, mais éventuellement, ça progresse, soit une forme très, qu'on dit enragée, donc la personne, elle est confuse, elle peut devenir agressive aussi, comme les animaux, par exemple, peuvent être agressifs, ou une forme paralytique, là, on perd la motricité, puis éventuellement, ça amène au coma et au décès. Bon. C'est la deuxième année consécutive qu'on procède à une campagne de vaccination là, pour enrayer ce phénomène-là. C'est un phénomène rare à un moment donné, mais là, c'est la deuxième année de suite. Comment on peut freiner ça? D'abord, peut-être expliquer ce que c'est la campagne de vaccination, mais comment on explique qu'on doit effectuer ça pour une deuxième année de suite? Comment on peut expliquer que ça s'installe de plus en plus dans la région? Au niveau des animaux sauvages, terrestres, qu'on dit comme les ratons laveurs, il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent mener à l'expansion qu'on voit actuellement. Là, on voit le foyer qui s'étend, on voit qu'il y a beaucoup de cas encore à toutes les semaines, quasiment, il y a des nouveaux cas. Puis, ce que le ministère de la Faune fait pour tenter de contrôler puis de garder le foyer en contrôle, c'est entre autres la vaccination des animaux sauvages, des ratons laveurs. Donc, il y a certaines opérations qui viennent de terminer, mais il y en a d'autres prévues à travers l'été, où, entre autres, ils relâchent là, des petits sachets de vaccins oraux que les animaux vont manger et donc être immunisés contre la rage. Puis, on a parlé de la vaccination des animaux domestiques aussi, qui est important pour contrôler. Une autre chose aussi qui est important pour les gens de savoir, dans le fond, pour tenter de garder ça le plus... de pas que ça s'expande. Que le territoire s'étire, là, oui, c'est ça? Exactement. Oui, merci pour garder ça circonscrit. Oui, c'est vraiment important que les gens sachent que c'est interdit actuellement de transporter des animaux sauvages. Donc, on ne veut pas justement prendre un animal peut-être rabique et l'envoyer ailleurs et que ça prenne encore plus d'ampleur. Puis les animaux peuvent avoir la rage même si on l'air en bonne santé. Ouais. Donc, c'est important de savoir, c'est interdit présentement de déplacer les animaux sauvages.
Puis l'autre chose aussi qui est faite, c'est la surveillance. Donc, si les gens voient des animaux sauvages qui sont décédés ou qui ont des comportements étranges qui peuvent laisser penser à la rage, ils peuvent les déclarer au ministère de la Faune pour qu'ils puissent être analysés et voir s'ils avaient la rage. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Quand on pense, par exemple, comme dans le cas qui est arrivé à Saint-Jean, on voit un raton laveur, il a la rage, donc il faut immédiatement signaler. Il ne faut pas rien faire d'autre que de signaler ça au ministère de la Faune. Exactement. Donc, c'est important. Si vous pensez qu'un animal peut avoir la rage, il agit étrangement, vraiment ne pas s'en approcher, le signaler, parce qu'on ne veut pas se faire mordre ou quoi que ce soit, là, avoir un contact. Donc, le signaler au ministère de la Faune, qui vont pouvoir l'analyser. Puis, ça nous donne une idée là, à quel point le territoire se répand. Bon. Bon, on l'a dit, si on est atteint de la rage, c'est mortel dans 100 des cas. Mais il y a quand même des conseils pour éviter qu'on attrape la rage. Oui, exactement. Donc, on parle de ne pas s'approcher d'animaux qui ont des comportements suspects, mais aussi d'animaux qui peuvent avoir l'air normal. Comme j'ai dit, ils peuvent avoir la rage et la transmettre, même s'ils ont l'air en bonne santé. Il faut enseigner aussi ces comportements-là aux enfants. Les enfants, parfois, qui peuvent ne pas le savoir, puis trouver que les animaux sont très... ils veulent s'approcher, sont curieux. Donc, vraiment garder ces distances. Puis, même chose aussi pour, par exemple, des chiens qu'on ne connaît pas. Si jamais vous faites mordre par le chien d'un étranger que vous ne connaissez pas, prenez les coordonnées de la personne, puis on pourra observer la santé de l'animal là, via le partenaire, le MAPAC. Et puis, ce qui est important aussi, c'est si jamais, malgré les consignes de prévention, quelqu'un venait à se faire mordre, griffer, exposé là, à un animal, c'est vraiment important de consulter très rapidement un professionnel de la santé. Donc, ce qui va permettre que le professionnel de la santé puisse évaluer et voir si une prophylaxie est nécessaire. Prophylaxie qui implique des vaccins et des immunoglobulines. Et donc, la manière la plus simple de consulter, soit rendez-vous à un CLSC ou parler à un médecin, ou on peut aussi appeler le 811 à InfoSanté. Bon. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais combien de cas ont été répertoriés l'an passé de rage ou de personnes qui croyaient l'avoir? Est-ce que c'était assez nombreux comme, au niveau des appels? Mm-hmm. Bien, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas eu de cas chez les humains depuis longtemps. OK. Au Québec, là, ça date de l'an 2000, suite à une exposition à une chauve-souris. Et puis, en Ontario, c'était un petit peu plus récent, mais il n'y a pas énormément de cas chez les humains. Donc, il faut vraiment tenter de prévenir les cas, que ça reste comme ça. Donc, de savoir les comportements à avoir, la prophylaxie post-exposition aussi. Mais quand même, en faisant ces étapes-là, ça nous permet de ne pas avoir de cas chez les humains. Donc, on peut dire que la campagne de vaccination sur le terrain fonctionne bien. Parce que, évidemment, s'il n'y a pas eu de cas répertoriés chez les humains, ça veut dire que le vaccin est quand même suffisamment efficace pour enrayer, en tout cas, une grosse partie du problème. Le vaccin chez les humains, après une morsure, est vraiment très efficace. Là. On en a des gens qui se font mordre, malheureusement, qui se font griffer. Donc, ça, c'est important d'aller chercher le vaccin après, mais justement, le vaccin est très efficace pour empêcher de développer la rage. Mais au niveau des animaux, pour enrayer cette rage-là, pour freiner donc la transmission de l'animal vers l'humain, donc la campagne de vaccination sur le terrain fonctionne si on répertorie, s'il n'y a pas plus de cas d'humains qui sont atteints par la rage. Bien, dans le fond, puis il y a peut-être un aspect qui serait mieux expliqué par le ministère de l'Environnement. Oui, je comprends. Mais la vaccination des animaux, des ratons laveurs, permet d'empêcher... Un raton, par exemple, qui a mangé la peau vaccinale, qui est vacciné, ça va lui empêcher, lui, de développer la rage. Oui, c'est ça. Donc, ça permet que l'expansion soit plus contrôlée, mais quand même, on continue à trouver des ratons laveurs qui ont la rage, ce qui veut dire que certains de ces ratons laveurs-là soit n'ont pas mangé le vaccin, par exemple, ou on n'a pas rejoué tous les ratons non plus. Donc le conseil en terminant, ce serait donc de ne pas s'approcher de ratons laveurs ou d'animaux
sauvage et même domestique si on pense que cet animal-là aurait pu avoir la rage et de contacter Info Santé si on pense avoir des problèmes. Oui, exactement. Faire tout en notre possible pour éviter les contacts. Puis une autre chose aussi, des fois, on le sait, si les poubelles, par exemple, sont mal rangées, oui, ça oui, attire les animaux. Fait que tout mettre en place pour ne pas attirer les animaux près de où on est. Oui, oui, exact. Puis exactement, là, si jamais, dans le doute, on peut demander une évaluation par un professionnel de la santé. Dr Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce phénomène et on va se croiser les doigts pour qu'on n'ait pas à se reparler l'an prochain du même phénomène. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause et on revient tout de suite après. Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire, c'est qu'on vous fait découvrir la relève, des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Jeudi dernier, au pôle culturel de Chambly, on procédait au lancement du tome 2 de Parti courir de l'auteur Guy Ménard, qui est un résident de Chambly, que l'on connaît très bien parce que son tome 1 a fonctionné, il a travaillé dans les médias et tout ça. Donc, j'ai le plaisir de l'accueillir sur le plateau pour nous parler justement de ce projet-là et d'autres choses. Monsieur Ménard, bonjour, bonjour. C'est un très beau lancement, d'ailleurs, jeudi dernier. Merci. J'étais content de vous y voir. Ouais. Et, oui, c'était formidable. Il y avait pas loin de 100 personnes. Puis comme vous l'avez mentionné, c'était au pôle culturel. La Ville de Chambly a une politique concernant les auteurs locaux. Ils mettent cette très belle salle-là à notre disposition. Alors, on l'apprécie énormément. Et puis ça permet de faire des activités comme ce lancement. Puis on a beaucoup aimé. C'était une belle soirée. Bien, exactement. Donc, parlez-nous un peu donc, de l'idée de Parti courir. C'est le tome 2. Le tome 1 a bien fonctionné. Comment c'est venu, cette idée-là? Ah, bien écoutez, c'est venu un peu comme le nom l'indique, en partant courir. Mais ce qui est arrivé, c'est que, resituez-vous, mars 2020, le début de la pandémie, et le premier ministre annonce tout à coup qu'on ferme tout. Moi, cette semaine-là, j'avais 2 matchs de hockey de prévus, puis j'avais 2 cours de spinning que je donnais. Et là, je me retrouvais avec beaucoup trop d'énergie à brûler et plus rien à faire, tout était fermé. Alors, j'ai ressorti les espadrilles, j'avais couru pendant un bout de temps, j'avais arrêté, et je suis parti courir. Et là, ce qui me frappait, c'était l'ambiance. Rappelez-vous l'espèce de feeling de fin du monde qu'on avait un peu tout le monde, là. Alors, je cours dans les rues, puis je vois la face des gens un peu catastrophés, puis juste... Bon, j'ai toujours écrit professionnellement, j'ai travaillé, comme vous le disiez, dans les communications, mais je vois ça, puis je me sens comme, je sais pas, le besoin de l'écrire. Alors, je fais un texte que je mets sur Facebook et qui raconte comment je me sentais par rapport à ça. Les gens réagissent très bien à ce texte-là, mais on s'entend que mon Facebook à moi, là, c'est pas un grand club. Et donc, c'est comme ça. 2 jours plus tard, je repars courir. Et là, je tombe vraiment sur une belle histoire à raconter. Une histoire à propos de gens qui avaient décidé de faire quelque chose pour leurs grands-parents qui étaient dans une résidence. Je raconte ça. Et là, ça attire l'attention de Patrick Lagacé dans la presse. Et il me demande si je l'autorise à en publier des extraits. Alors, il publie mon texte. Grosso modo, mon texte dans la presse, parce qu'il était encore à la presse à ce moment-là. Exact, exact. Et donc, il publie ça, puis là, j'ai une très bonne réaction à ce texte-là. Puis là, Patrick Lagacé vous donne une tape dans le dos, c'est encourageant. Et là, j'ai continué à l'écrire. Et comme je vous dis, j'ai débuté à la COVID, alors je continue à en faire. Je suis une espèce de COVID longue littéraire, là. Et où je dis souvent, il y a des gens, pendant la COVID, des gens faisaient du pain, puis moi, je faisais des chroniques. Et donc, le concept de base, c'est je pars courir. Et il me passe des idées par la tête, puis je raconte ça. C'est ce que j'ai fait, je vous dirais, dans le tome 1, c'était essentiellement ça. Tome 2, je me suis permis d'étirer le concept un peu. OK. Alors, ça commence toujours par « je suis parti courir ».
Des fois, je suis parti courir après la télécommande parce que je voulais changer de poste de télévision. Donc, il y a un peu un élargissement de la chose, mais ça reste des chroniques, des tranches de vie. Oui, observations que vous des faites. observations, exactement. Et alors, c'est ça. Puis les gens y trouvent visiblement un certain intérêt parce que, comme vous le disiez, le premier livre a bien marché. Et j'espère que le deuxième va fonctionner tout aussi bien. Puis je les publie aussi sur un site Internet et sur Facebook. Bon. Alors, le livre, finalement, c'est le recueil de tout ça. Là. Mais qu'est-ce qui vous a donné le coup de poudre, en fait, ce qui vous a aidé à le publier en livre, entre les moments où vous avez publié sur Facebook et d'en faire un livre? Bien, je vous dirais que la première illumination que j'ai eue que ça pouvait faire un livre, c'est drôle, c'est que à mon anniversaire, ma fille m'a offert 10 copies d'un livre qu'elle avait fait à partir des 40 premières chroniques. Que vous aviez fait, OK. Et qu'elle avait pris les textes, puis elle avait piraté ça sur Facebook, puis elle avait, avec un ami, fait un petit montage. Okay. Puis donc, j'avais ce petit premier livre-là, puis en voyant celui-là, je me suis dit, bien, coudonc, peut-être que ça pourrait effectivement faire un livre. J'ai un ami éditeur à qui j'ai lancé cette idée-là en lui disant, j'ai un projet pour toi, tu ne feras pas d'argent, mais ça va être de l'ouvrage. Il a accepté. Allez le comprendre, mais c'est parce que je voulais faire ça en remettant les sous à une fondation, en fait, à Mialome Canada. Et donc, il a accepté de le faire sans prendre ses revenus d'éditeur. Je ne prends pas mes revenus d'auteur. Et on a fait le premier, puis il a accepté de faire le deuxième encore. Bon. Donc, ce sont des chroniques, souvent humoristiques, légers. Oui. Mais lors du lancement, jeudi dernier, vous avez raconté une histoire qui est très touchante d'un ancien coéquipier de hockey. Oui. On ne racontera pas l'histoire, mais c'est pour indiquer aux gens à quel point il y a toutes sortes d'histoires qui sont racontées dans ce livre-là. Il y a des choses drôles, il y a des choses émouvantes, il y a des choses qui sont carrément de l'éditorial. Il y a des endroits où je vais, où j'invente un peu. Si vous achetez le livre, vous allez voir là-dedans, il y a même un simili-roman policier qui m'a été inspiré par le fait que j'étais allé à la Place des Arts, j'étais allé voir l'OSM, et le chef d'orchestre était exactement dans l'angle où il faisait que je ne voyais que la moitié gauche de la violoniste. OK. Et là, je me disais, la moitié gauche de la violoniste, c'est un maudit bon titre de roman policier. Et la chronique est comme si c'était un roman policier. Puis finalement, on se rend compte que le chef s'est tassé, puis j'ai vu la totalité de la violoniste en question. Mais donc, c'est ça. Alors, ça part dans toutes les directions. Et l'histoire que vous racontez, je suis vraiment content parce que j'ai choisi de raconter cette histoire-là qui s'appelle « Une histoire de hockey ». Et c'est que j'ai un ami qui est décédé subitement. Et lorsqu'il est décédé, on jouait notre gang de ligue de garage, là, 2 jours plus tard. Puis je raconte comment les amis se sont comportés ce soir-là et quelques événements quasi miraculeux qui se sont produits au cours de la soirée. Et aussi, ça me permettait de répondre à une question que les gens posent des fois. Est-ce que tu exagères quand tu racontes ces histoires-là, ces tranches de vie-là? La plupart du temps, pas tant que ça. Les faits sont suffisamment drôles ou inusités ou bizarres pour permettre qu'on puisse le faire. En fait, pour confirmer ce que vous dites, si vous déformez les faits, la réponse est non. J'ai rencontré quelques anciens collègues de travail, dont un ancien collègue qui était très proche de la personne. Et je l'ai vu, les larmes aux yeux. Oui, je pense. Et je suis allé le voir, j'ai dit, tu t'as pleuré, et il m'a raconté l'histoire. Donc, ça l'avait touché. Donc, j'ai senti que ce que vous avez raconté, c'était exactement ce qui s'était passé. Et je suis content parce que dans ce temps-là, on vous fait le meilleur compliment qu'on peut vous faire, c'est de vous dire que vous l'avez raconté correctement. Vous l'avez compté adéquatement. Je pense que s'il y a quelque chose là-dedans, c'est que je me suis découvert au fil des années un certain talent de raconteur. Et il y a des sujets qui s'y prêtent admirablement, puis vous avez zéro, aucun avantage à le faire. Ça s'écrit tout seul. Mais il y en a d'autres où on travaille plus fort. Mais non, raconter des histoires, c'est le fun. Raconter des histoires, travailler des textes, courir après la virgule, c'est vraiment le fun. Mais ce plaisir-là, est-ce que vous sentiez que vous l'aviez avant d'écrire le tome 1? Non, en fait, le seul moment où j'avais écrit pour le plaisir auparavant, parce que j'écrivais professionnellement, j'ai écrit je ne sais pas combien de communiqués de presse, puis de textes de compagnie, puis toutes sortes d'affaires de même. Et non, le plaisir de ça, je l'avais découvert, en fait, j'ai fait pendant plusieurs années le Grand Défi Pierre Lavoie.
Et notre équipe avait, à l'époque, je vous dis, ça fait un bout de temps, on avait un blog. Et ce blog-là, je l'alimentais en racontant, après chaque sortie de vélo, un peu ce qu'on avait vécu. Ouais. Et je le faisais un peu dans ce ton-là. C'est peut-être la genèse des partis courir. Là. C'est un peu le ton que j'avais découvert dans les défis Pierre Lavoie, en fait. Ouais. La préface est signée par votre fille, Marilyn Jonca, ainsi qu'Alain Gravel. Oui. Le premier tome, c'était Marilyn Jonca aussi, avec Patrick Lagacé. Oui. Pourquoi avoir... parce que on a fait la blague lors du lancement, que généralement, on a une préface, c'est ça, mais vous en avez deux. J'ai trop d'ego pour une seule préface. Oui. Non, c'est ça, c'est que le premier, ça s'était présenté... Patrick Lagacé, comme je vous disais tantôt, en fait, qui était un lecteur de la première heure. Et curieusement, on ne s'est jamais parlé de notre vie. Patrick Lagacé et moi, on a communiqué par Messenger et texto. J'y avais demandé s'il voulait le faire. Je savais qu'il me lisait. Il avait accepté. Et très généreusement, d'ailleurs. Il avait repris le manuscrit, tout relu, noté des choses. Sa préface, c'était vraiment bien faite. Et donc, Patrick Lagacé, ça s'imposait. Puis Marilyn, je trouvais ça sympathique de l'impliquer, vu qu'elle avait été aussi guillemets, ma première éditrice là, avec son tout petit tome de Parti courir. Et donc, ces deux-là. Et là, je reprends avec Parti courir 2, puis je me suis dit que je pourrais très bien reprendre la double préface. Je redemande à Marilyn, qui n'a pas trop le choix, mais qui va le faire, et à Alain Gravel, qui est un vieux chum. Alain j'ai fait mes études en communication au Cégep à Jonquière avec Alain. On est toujours resté en contact. Je savais aussi que c'était un lecteur régulier des chroniques et il a accepté de faire une préface qui est beaucoup trop généreuse d'ailleurs, mais je vous laisse la découvrir. Bon, parfait. Bon, vous l'avez mentionné, il y a aussi une bonne cause derrière ces deux livres-là. Oui. Les profits, tous les profits seront versés au défi cyclo-myélome. Peut-être que vous expliquer ce défi-là, mais surtout la maladie. Oui. Parce qu'il y a une fondation, une association. C'est ça, exactement. En fait, l'argent va à Défi cyclo-myélome, qui lui-même verse cet argent-là à Myélome Canada, qui est une organisation qui supporte des activités de recherche par rapport à une maladie qui s'appelle le myélome multiple. Le myélome multiple, c'est un cancer du sang. Alors, pensez un peu à une leucémie. En fait, c'est le deuxième type de cancer du sang le plus fréquent. C'est pas très connu, mais c'est quand même assez présent pour vous dire, aujourd'hui, au Canada, il y a un peu plus de 10 personnes qui vont apprendre qu'ils ont un myélome multiple. C'est un cancer qui a la caractéristique d'être encore à ce jour incurable. Il est contrôlable avec différents types de traitements médicaux et tout ça, mais on n'a pas encore le type de rémission totale qu'on peut avoir avec, je sais pas, un autre type de cancer. Donc, c'est un cancer qui demande évidemment de la recherche. La recherche a fait bouger beaucoup les choses. Et il s'en fait ici de la recherche de très grande qualité, notamment à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Moi, je suis, en fait, et mon intérêt pour ça est tout à fait égoïste, là, je suis atteint, moi, d'un myélome multiple. Et donc, la recherche se fait, entre autres, à Maisonneuve-Rosemont, il s'en fait à l'hôpital Juif de Montréal, il s'en fait, le CHUM, je pense, à Québec aussi, il s'en fait, et évidemment partout dans le monde. C'est un cancer pour lequel, au cours des 10, 15, 20 dernières années, les progrès de science ont été fulgurants. Alors, il y a 20 ans de ça, avoir un diagnostic de myélome multiple, c'était une extrêmement mauvaise nouvelle. Là, c'est juste une mauvaise nouvelle. Ouais. C'est moins pire. Mais ça demande des sous, ça demande des bras. Ça demande des bras de recherche et c'est ce qu'on essaie de faire avec le défi cyclo-myélome, qui est une activité, comme son nom l'indique, de vélo, qui va avoir lieu d'ailleurs le 30 mai cette année. Chaque année, on refait là, un parcours dans l'Estrie. Et donc, le défi cyclo-myélome, mais aussi Myélome Canada, puis les différentes organisations de recherche. Donc, vous dites que vous en êtes atteint. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment ça va? Ben, oui, ça va tout à fait bien. Là. Je suis sous contrôle et j'ai la chance, je vois ça à travers d'autres personnes qui sont atteintes. Il y a des gens qui réagissent moins bien aux médicaments, pour lesquels une certaine molécule va les affecter. À date, puis heureusement, vous avez une grande table en bois, je la touche, là. À date, moi, je supporte très bien les traitements. Alors, dès les premières années, puis j'ai été diagnostiqué en 2016. Alors, ça fait déjà 10 ans. Pas longtemps après, j'ai repris mes activités de sport. Je cours, je joue au hockey, je fais du vélo, je joue au golf. Je suis très actif. Alors, non, ça va très bien, mais je fais partie peut-être d'une frange un peu plus chanceuse qui est moins affectée par... c'est les traitements qui peuvent être durs. Est-ce que... Bon...
il y a quand même 4 ans qui se sont espacés entre votre diagnostic et la pandémie, mais est-ce que les chroniques vous ont aidé au niveau thérapeutique, vous ont aidé à traverser ça? Je ne sais pas. Écoutez, j'essaie. J'ai souvent dit, parce que je fais partie d'organisations bénévoles, Ouais. puis, et on voit des fois des gens qui, lorsqu'ils sont atteints d'un cancer ou d'une maladie grave ou quelque chose, ça devient beaucoup leur vie. Et ils sont très impliqués, puis ça en prend des gens comme ça, mais parfois on voit des gens pour qui ça devient leur définition de la vie. Moi, j'ai assez rapidement dit, je ne serai pas la face du myélome multiple. Je ne voudrais pas que les gens, en me voyant, ne pensent qu'à ça. Alors, je préfère de beaucoup qui disent Guy, le gars qui écrit des chroniques, que Guy, le gars qui a un myélome multiple. Ça ne me dérange absolument pas qu'on en parle comme on le fait là, mais je veux garder une certaine... comment dire? Une distance. Une certaine distance, oui, effectivement. Et c'est pour ça que dans les chroniques, en fait, je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4 chroniques dans lesquelles j'aborde le sujet de front. Qui sont des chroniques qui ont été faites souvent au lendemain du défi cyclomyélome. Alors, je raconte un peu comment ça s'est passé. Et aussi, je profite du fait que le livre existe pour faire, je l'avais fait dans le tome 1 et je le fais dans le tome 2, une entrevue avec un des chercheurs, un des plus grands chercheurs qu'on a au Québec, le docteur Richard Leblanc. Et j'avais fait en 2022 un état de la recherche avec lui. J'ai refait l'exercice 4 ans plus tard pour voir où on était rendu avec ça. Bonne nouvelle, on avance. Notamment dans le domaine de l'immunothérapie, des choses qui sont vraiment fort encourageantes. Mais bref, c'est ça. L'idée de la distance, je pense que c'est exactement le bon terme. Là. Vous avez travaillé en radio. Oui. Donc, si je vous dis qu'on a 1 minute, vous allez être capable de rentrer ça dans 1 minute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je rentre en 1 minute. Voilà. Non, mais en fait, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de Parti courir? Bien, écoutez, le côté un peu fantasque, le côté un peu parfois amusant, parfois réflexion, parfois juste un contact. Tiens, je vais vous en donner une qui va finir sur notre minute. Il y a des gens qui disent « Moi, je lis pas beaucoup. » Et je leur dis « C'est parfait. C'est exactement ça. Moi, j'écris des petites histoires à la fois. C'est des tranches de 3-4 pages à la fois. Alors, c'est parfait pour le non-lecteur. » Bien, en tout cas, je suis un bon exemple parce que je ne suis pas un grand lecteur. J'aime beaucoup lire des livres où c'est des courtes histoires, et c'est le cas. Et ça se lit très bien. 2-3 petites histoires avant de dormir le soir. Là. C'est parfait. Bien, tant mieux. Bien, Monsieur Ménard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon succès pour Parti courir 2 qui est maintenant disponible en librairie. Et puis, on va espérer un tome 3, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci. Bien, merci beaucoup à vous. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir.